D'abord, je voudrais partager la tristesse, la détresse de ceux qui ont tout perdu, qui ont perdu leur maison, qui se sont fait évacuer, de ceux qui ont perdu leur paysage, leur proximité. Je pense en particulier aux enfants qui n'oublieront jamais ce traumatisme et pour lesquels il faut vite, vite reconstruire et vite fixer des objectifs. Et la question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que c'était évitable? Et deuxièmement, est-ce que ça va recommencer? Et troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ça ne recommence pas, ou tout au moins pour atténuer et pour prévenir ces désastres? Est-ce qu'on aurait pu prévoir, donc anticiper, donc mettre en place des moyens et des solutions? Mais bien sûr qu'on pouvait anticiper, non seulement parce que d'autres pays d'Europe sont touchés par ces méga incendies, mais parce que la France a été touchée depuis plusieurs années. Souvenez-vous, 2017, les incendies dans le Var, et puis chaque année, toujours plus violent. Et en 2022, déjà les incendies dans les Landes. Qu'est-ce qui a été fait depuis cette date? Rien, ou pratiquement rien. Puisque même l'annonce de créer un centre de Canadair à Mont-de-Marsan, qui était une bonne idée, aujourd'hui le seul centre de Canadair, c'est à Nîmes, pour toute la France. Et en 2022, en 2023 exactement, il y a eu une annonce d'implantation d'un centre de Canadair à Mont-de-Marsan par M. Darmanin. Et son successeur, M. Retailleau, en a annoncé l'annulation. Donc la première question, c'est de mettre à niveau les moyens de lutte contre les incendies, en termes d'intervention, en termes de matériel, en termes d'humains. Et là, il y a un vrai problème. Savez-vous que les sapeurs-pompiers volontaires sont payés 9 € de l'heure et 90 centimes quand ils sont en période de permanence? Donc ça ne va pas. Il faut un corps de sapeurs-pompiers professionnels et disponible et maintenant réparti sur toutes les régions de France puisque toutes les régions sont désormais touchées. Ça, c'est la première exigence, la mise à niveau des moyens de lutte contre les incendies. Le deuxième chantier à mettre en place, c'est le rétablissement de pratiques ancestrales qui permettaient de protéger les habitations, de faire des zones tampons entre les habitations et les forêts. Vous voyez, c'est l'abandon du pastoralisme. Or, une forêt habitée, c'est une forêt protégée. Premier recul, et donc il faut rétablir avec les intelligences locales la question du pastoralisme dans les forêts. Deuxièmement, il y a eu la suppression dans certaines forêts de la viticulture, qui a même été subventionnée pour être arrachée. Or, la viticulture, les zones viticoles étaient également des zones tampons entre les zones habitées et la forêt. Donc la question se pose aujourd'hui de refaire des projets locaux pour rétablir des zones tampons entre les zones habitables et les zones forestières. Et troisièmement, il y a eu une disparition des savoir-faire. Vous savez, avec la privatisation de l'ONF, la suppression de plusieurs centaines d'emplois à l'Office national des forêts, où il y avait justement des gens qui patrouillaient dans les forêts avec des pick-up équipés de 600 litres d'eau pour éteindre la moindre velléité de démarrage de feu. Aujourd'hui, tout ce travail humain de maillage des territoires a disparu sous prétexte qu'il fallait privatiser la forêt pour rentabiliser la forêt. Et donc la question qui se pose aussi est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une forêt et comment est-ce qu'un État responsable gère ce patrimoine irremplaçable que sont les forêts. Et avoir réduit les forêts uniquement à la rentabilisation a entraîné aussi des choix d'espèces forestières, comme le pin, par exemple, dans toute la zone méditerranéenne. Le pin d'Alep a remplacé les chênes. Or, c'est une mixité des différentes espèces qui permet la protection des forêts. Car la forêt, c'est d'abord un patrimoine qui conduit aussi à une diminution du dérèglement climatique. Une forêt, c'est un puits de carbone qui conduit à une diminution de la pollution et à une diminution du réchauffement climatique en absorbant les gaz à effet de serre. Et une forêt aussi, c'est un puits de biodiversité, habité par beaucoup d'animaux. Et d'ailleurs, il y a une détresse aujourd'hui aussi animale qui fait mal au cœur face à ces différents incendies qui détruisent la forêt. Donc la forêt, ça n'est pas seulement à nous quelque chose pour faire joli, ni quelque chose pour être exploité et rentabilisé. C'est un véritable patrimoine
qui a besoin de compétences pour être géré correctement au même titre qu'un monument historique. Une forêt, c'est un monument de la nature. Ça ne se gère pas n'importe comment. Et ce qui s'est passé au cours des dernières années, c'est que la forêt a été gérée n'importe comment, uniquement dans un objectif de rentabilité pour produire des matériaux de construction. Donc il faut revenir aussi à une gestion patrimoniale de la forêt qui tient compte du réchauffement climatique. Et puis on nous raconte que 70% des feux sont déclenchés par des pyromanes. Mais non, c'est vrai que les feux dépendent des activités humaines. C'est d'ailleurs une débroussailleuse qui, à cause d'une étincelle dans son moteur, a déclenché le feu dans les Landes. Mais avant, une étincelle ne déclenchait pas un feu. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'une étincelle ou qu'une cendre de cigarette volatile va déclencher un méga feu? C'est d'une part parce qu'il y a une sécheresse extrême et donc la forêt va brûler beaucoup plus vite, que les sols sont complètement desséchés à cause du dérèglement climatique, du réchauffement climatique, que le vent peut être aussi beaucoup plus violent et qu'enfin il va y avoir une canicule qui va aggraver ce dessèchement et aggraver la force des incendies. Et donc, quand on nous raconte que finalement il suffirait que les gens fassent attention pour qu'il n'y ait pas de forêt, ça évite à ceux qui vous disent cela de poser la question du dérèglement climatique et la question de la lutte contre les gaz à effet de serre et donc la question de la diminution de l'utilisation du pétrole et du gaz, c'est-à-dire des énergies fossiles. Et quand on voit que face à ces incendies dramatiques, on n'entend pas une seule voix, comme le fait d'ailleurs le Premier ministre d'Espagne, pour lancer un grand plan de lutte contre le dérèglement climatique. Et ici en France, on n'entend pas une seule voix, si ce n'est parmi les scientifiques, pour redire il faut absolument reprendre le chantier de la COP 21 et de l'accord de Paris sur le climat qui déjà prévoyait le problème des méga incendies qui allaient advenir. Et donc cette question, elle n'est pas à déconnecter de la question de la gestion correcte de la forêt, de la question de l'augmentation des moyens, de la question de la prévention, de la question des plans de lutte contre les incendies de forêt, dont seulement 200 communes sont dotées. Et donc il faut trouver des ressources pour que les communes, au plus près du terrain, au plus près des solidarités, au plus près de la connaissance, et pas traitées par des préfets qui n'y connaissent rien ou des ministres qui n'y connaissent rien, mais vraiment traitées au niveau des territoires. Parce que chaque territoire a besoin d'un plan de lutte contre les forêts adapté à ce territoire, adapté à ce savoir-faire, adapté aux essences forestières auxquelles il faut repenser pour pouvoir reconstruire la forêt. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui et le faire sans tarder. Pourquoi est-ce que les incendies sont beaucoup plus violents? C'est parce qu'il y a le réchauffement climatique. C'est parce qu'on continue à utiliser du pétrole, du gaz, c'est-à-dire des énergies fossiles qui déclenchent des gaz à effet de serre. Et donc aujourd'hui, on a à la fois la sécheresse, les canicules, les vents violents, c'est-à-dire qu'à partir de la même étincelle, autrefois où juste un buisson pouvait brûler et être rapidement éteint, aujourd'hui, la forêt se déclenche immédiatement en énorme incendie, en méga incendie. Et par conséquent, il faut absolument repenser la façon dont on regarde la forêt. Il faut penser la nature comme un espace fragile dont il faut prendre soin. Et prendre d'autant plus soin qu'on en a besoin. C'est ça aujourd'hui qu'il faut comprendre. Et non pas se dire l'année prochaine c'était une exception, l'année prochaine ça ne se reproduira pas. Mais si, tous les rapports scientifiques et le rapport du BRGM nous le disait déjà il y a quelques années en observant que la succession des incendies et l'intensité des incendies avaient déjà doublé en quelques années. Mais c'est passé à la trappe. Personne ne s'en est occupé. Parce que chaque fois qu'on parle du dérèglement climatique, chaque fois que l'on parle des énergies fossiles, chaque fois que l'on dit qu'il faut préparer l'après-pétrole, on est des empêcheurs de tourner en rond, on est des empêcheurs de profit, on est des empêcheurs d'indifférence. Et c'est tellement plus facile de dire « Ah ben non, c'est parce que les gens sont responsables et qu'ils fument dans la forêt ». Mais non. Nous avons des possibilités d'agir et nous devons absolument le faire. Car en plus,
la forêt joue un rôle majeur dans le réchauffement climatique. D'abord, c'est un puits de carbone, ce qu'on appelle un puits de carbone, c'est-à-dire que ça absorbe le gaz carbonique, ça absorbe les conséquences de l'utilisation des énergies fossiles. Deuxièmement, parce que la forêt rafraîchit aussi l'air. Donc il faudrait même penser à faire des forêts urbaines si elles sont bien conçues. Troisièmement, parce que la forêt est un puits de biodiversité considérable, et notamment dans l'humus, dans la terre qui aujourd'hui est dramatiquement desséchée. Donc ce puits de biodiversité est aussi dramatiquement détruit dans les incendies, avec une détresse immense d'ailleurs des animaux qui habitent la forêt. Et c'est une raison aussi essentielle pour agir dans cette protection de la vitalité de la forêt dont nous dépendons directement. Il faut faire confiance plus au local, il faut écouter les compétences locales. Je vois d'ailleurs que dans le plan départemental de l'Aude, du département de l'Aude, il fait parfaitement bien remarquer que la disparition des zones viticoles, qui ont même été subventionnées pour être arrachées, la bêtise bureaucratique, ont entraîné une augmentation des incendies parce que ces zones viticoles servaient de tampon entre les zones habitées et les zones forestières. De même, les zones d'élevage, l'agroforesterie servait aussi de tampon entre les zones habitées et les zones forestières. Donc il faut absolument repenser cette façon de faire et les remettre au goût du jour. Les terres agricoles abandonnées en particulier, non seulement créant du désespoir chez nos éleveurs, chez les agriculteurs, mais ont un impact désastreux sur la question des incendies, puisque des permis de construire sont donnés sur des espaces agricoles abandonnés au plus près des forêts. Et parallèlement, comme la forêt a été gérée comme un outil de rentabilité à court terme pour produire des matières premières pour le bâtiment, eh bien, il y a eu une disparition aussi des équilibres forestiers. Parce qu'avant, la forêt, par exemple, la forêt méditerranéenne, était équilibrée entre différentes zones. C'était un maillage, une mosaïque de différentes espèces. Aujourd'hui, comme c'est le pin d'Alep qui est le plus rentable, et puis que c'est une espèce qui se reproduit naturellement avec toutes des semences volatiles qui se reproduisent et qui repoussent assez facilement, eh bien la structuration de la forêt n'a pas été repensée. Il faut donc penser, repenser, réétudier au moment où il va falloir reconstruire ces forêts, à la fois le ressourcement naturel de ces forêts, mais aussi la structuration des forêts pour qu'on puisse trouver des espèces qui sont plus résistantes au dérèglement climatique, au réchauffement climatique, aux canicules, au vent, etc. Donc il y a des défis aussi intéressants sur le plan national, sur le plan local à relancer. Et c'est ça, il faut se retrousser les manches aujourd'hui pour essayer de se dire à partir de cette crise terrible, comment est-ce qu'on prend enfin au sérieux la lutte contre le réchauffement climatique et la lutte contre les gaz à effet de serre, donc préparer l'après-pétrole. Ensuite, comment est-ce qu'on gère correctement le patrimoine forestier? Et enfin, comment est-ce qu'on met à niveau les moyens de lutte contre les incendies, car ça devient insupportable de voir des hommes qui sont payés rien du tout, et même s'ils étaient payés après tout, de risquer leur vie parce qu'il n'y a pas de camion, parce qu'il n'y a pas de projecteur d'eau, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'avions pour projeter de l'eau. Mais c'est impensable. Aujourd'hui, quand on voit des gaspillages ailleurs dans l'engagement de la dépense publique, et qu'aujourd'hui les soldats du feu et les habitations ne sont pas protégées, mais c'est une question aussi de sécurité majeure. Et cette sécurité liée aux crises climatiques n'est pas prise en responsabilité aujourd'hui en France. Il faut maintenant que ça se fasse et que derrière, il faut bien comprendre aussi que derrière cette prise en charge de la sécurité liée aux crises climatiques, il y a aussi des enjeux et des opportunités de développement économique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en relevant le défi des crises, on a aussi des opportunités de création d'activités et d'emplois. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est la question de la prévention. Vous voyez, il y a eu les incendies des Landes en 2022. Qu'est-ce qui aurait dû se passer tout de suite après? Si ça recommence, qu'est-ce qu'on fait? Mais non,
C'est l'indifférence générale. On passe à autre chose, on dépense autre chose, on est dans des gabegies invraisemblables de cet État qui n'est plus capable de nous protéger. Et donc, aujourd'hui, par exemple, nous sommes en été. Qu'est-ce qu'il faudrait faire si on n'était pas contraint par l'urgence, faute de préparation de la lutte contre les incendies? C'est préparer les inondations de l'hiver prochain. On a eu des inondations il y a quelques mois, dramatiques aussi, où il a fallu évacuer des gens. On sait que ça va recommencer. Est-ce que vous avez vu quelque part des gens qui travaillent, l'État mobilisé pour se dire, mais si ça recommence les inondations, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Donc ça va recommencer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'été, on doit anticiper les inondations de l'hiver qui vont venir et agir pour que ça ne recommence pas. Et que si ça recommence, comment est-ce qu'on protège les habitations? Comment est-ce qu'on récupère les flux des eaux de ruissellement? Parce que vous avez vu qu'on a des sécheresses d'un côté, mais des excès d'eau de ruissellement à d'autres périodes de l'année. Donc le bon sens, le b.a.-ba déjà, ce serait de récupérer l'eau de ruissellement, au lieu de créer des méga-bassines qui pompent les nappes phréatiques, récupérer cette eau de ruissellement. Rien n'a été fait, rien n'est préparé pour les prochaines inondations. Donc l'été, il faut préparer l'anticipation des inondations pour en atténuer les conséquences dramatiques. Et l'hiver, il faut anticiper les incendies de l'été prochain. Voilà ce que serait un État correctement dirigé, avec bon sens, avec détermination, avec honnêteté aussi. Parce que quand on entend aujourd'hui tous les responsables politiques nous dire « Ah mais non, mais tout va très bien. Ah mais non, mais les moyens sont là. Ah mais non, mais c'est des comportements individuels. Ah mais non, mais le réchauffement climatique. Non, 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 ne nous parlez pas de ça. » Mais c'est insupportable, alors qu'on sait que ça va revenir. On sait pourquoi ça vient. On sait ce qu'il faudrait faire. Et on ne voit rien venir. Et bien moi, je vous le dis, c'est qu'un état d'urgence climatique permettrait de mobiliser les énergies et surtout de ne pas décourager les solidarités locales. Car quand on entend des dirigeants dire aux agriculteurs qui apportent de l'eau, non, non, surtout ne le faites pas, etc. C'est vraiment ce qu'il y a de pire dans la caricature d'un État centralisé qui, en plus, vient culpabiliser et empêcher ceux qui connaissent mieux le terrain qu'eux et qui ont besoin et qui ont envie d'être solidaires et dont d'ailleurs les interventions sont parfaitement utiles, dénigrer ces interventions. Mais c'est insupportable. Donc ne recommençons pas des gestions à l'aveugle, des gestions bureaucratiques par ceux-là même qui ont été incapables d'anticiper alors qu'ils en avaient les moyens. Il y a des rapports dans tous les sens, des rapports parlementaires, les rapports du BRGM, les rapports du GIEC, qui nous disent exactement ce qui va arriver. Et on n'est pas capable d'agir? Eh bien si, il faut être capable d'agir et mettre l'argent public là où on en a besoin. Car la sécurité contre les crises climatiques, c'est une question cruciale aujourd'hui. Longtemps, l'Europe s'est crue à l'abri des catastrophes climatiques. Alors on voyait des méga-feux en Sibérie, on voyait des méga-feux en Californie, on voyait des méga-feux en Grèce, on voyait des méga-feux partout. On se dit, oh ben non, c'est pas nous. Maintenant, c'est nous. C'est chez nous que ça arrive. Et on le savait. On le savait il y a 10 ans, au moment de la COP21. Il y avait une programmation sur la coalition forêt pour dire à la fois attention aux évolutions des espèces, à la façon dont on structure les forêts, attention aux incendies de forêt et de même attention aux inondations, car les incendies d'un côté, manque d'eau, les inondations de l'autre, trop d'eau, sont les deux facettes du même mécanisme du réchauffement climatique dû à l'utilisation des énergies fossiles. Qu'est-ce que c'est que les énergies fossiles? C'est le charbon, le pétrole et le gaz. Et donc il faut réduire l'utilisation des énergies fossiles qui aujourd'hui, malheureusement, apportent énormément de profit aux grands groupes pétroliers. Donc il y a aussi quelque chose à faire avec eux, avec ces grands groupes pétroliers. Les mettre aussi devant leurs responsabilités pour savoir comment. Et on ne peut pas bien sûr supprimer du jour au lendemain l'utilisation des ressources fossiles. Mais il faut repenser aujourd'hui, et je sais que certains le font déjà, repenser aujourd'hui la façon dont on utilise les profits issus de ces grands groupes pour qu'eux-mêmes puissent s'engager dans la transition énergétique et écologique.
C'est ça une responsabilité collective. C'est pas le chacun pour soi sur on tire le plus de profit, les forêts qui rapportent le plus, les ventes de pétrole qui rapportent le plus et les autres démerdez-vous. C'est pas ça. C'est pas ça une société solidaire. C'est pas ça une planète solidaire. C'est pas ça une intelligence humaine. Parce qu'au bout du compte, c'est l'avenir de l'être humain qui est en jeu. Et savoir même si on sera encore digne d'être appelés des êtres humains. Et c'est ça, cette mobilisation-là qui est possible, du bas en haut de la décision politique, de la décision publique, de la connaissance des choses, de la mémoire des choses, du respect aussi de ceux qui risquent de tout perdre. Alors chacun se sent à l'abri quand on n'est pas près d'une forêt. Bon, moi, c'est mort comme ça. Mais si, vous aussi, même si on n'est pas près d'une forêt, eh bien, on a la responsabilité de faire des économies d'énergie. C'est ça la question qui est aujourd'hui posée, qui est aujourd'hui cruciale. Et un État, un dirigeant, il a la responsabilité de fixer un horizon. Et pas de se dire, on verra bien, on a tout fait bien, on a tout fait bien, circuler, il n'y a rien à voir. Et puis surtout, ceux qui viennent aider les autres, les agriculteurs, vous restez chez vous. Mais c'est n'importe quoi, c'est même impensable. Et donc c'est face aux crises aussi qu'on est capable de mesurer justement la capacité d'un pays à se redresser, à se mobiliser et à prendre des décisions intelligentes. Et c'est ça qu'il faut faire, et c'est ça qu'on fera.